L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle série d'émissions intitulée Le Rendez-vous des aînés, une initiative de la Table des aînés de la MRC de Drummond. Mon nom est Carmel Fafard et je serai avec vous pour les 12 émissions à venir. Au cours de cette série, nous aborderons des sujets qui rejoignent des préoccupations communes énoncées par divers groupes de personnes âgées, tels que le logement, la santé, le transport, etc. Mais avant tout, un sujet peut-être moins discuté sur la place publique retiendra notre attention au cours des 6 premières semaines, soit la maltraitance envers les personnes aînées. Pour cette première émission, commençons donc par le phénomène de l'agisme avec un invité qui en a vécu lui-même les effets négatifs. Non, c'est pour vous dire qu'il y a du merveilleux dans toutes les vies. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre situation, quelles que soient les poursuites légales, les décès, regardez, visez le merveilleux, vous allez le trouver. Cardiologue pédiatre retraité de l'hôpital Sainte-Justine, le docteur André Davignon est aussi cofondateur de l'Observatoire Vieillissement et Société. Depuis maintenant près de 10 ans, il mène une véritable croisade contre le phénomène de l'agisme. Je l'ai rencontré à la suite d'une conférence qu'il a donnée en octobre 2012 à Drummondville. J'aimerais ça, pour commencer, que vous nous expliquiez c'est quoi l'agisme. La définition la plus simple, c'est le racisme de l'âge. C'est un sentiment de méfiance envers les deux rejets des personnes âgées basé sur des faux stéréotypes, donc des fausses idées que les gens peuvent avoir des personnes âgées. Je vais vous donner un exemple. Oui. Les personnes âgées ruinent le système de santé parce qu'ils sont plus malades que les autres, ruinent les plans de pension parce qu'ils vivent plus longtemps, sont incapables d'apprendre. Donc, ils ne servent pas bon, ils ne sont pas bons pour l'emploi, etc., etc. Donc, c'est tout absolument faux et ça a été prouvé par de nombreuses études que c'était faux. Mais ces stéréotypes persistent et sont entretenus par beaucoup de personnes et d'organisations et d'organismes. Okay. Là, vous nous parlez de croyances et de stéréotypes. Puis dans le quotidien, est-ce que ça se manifeste par des comportements concrets? Pouvez-vous nous donner des exemples? Bien, je considère que j'en ai été victime et c'est ça qui m'a éveillé à ces stéréotypes. Avant de prendre ma retraite, j'étais complètement ignorant de ce phénomène. Et c'est quand on tombe vraiment de l'autre côté de la clôture, c'est-à-dire du côté que ce que la société appelle les aînés, les personnes âgées, les vieux, les petits vieux, les vieillards. C'est là qu'on réalise qu'il y a un fossé énorme. Et votre expérience personnelle? Je vais vous raconter personnellement. J'étais professeur à l'université et ça a commencé, j'avais 63 ans. Je me sentais jeune, j'étais en pleine forme. Et le doyen m'appelle, il me dit, écoute, André, il y avait 2 dossiers devant lui. Il dit, tu gagnes un bon salaire? Je dis, oui, je suis bien content, je veux pas d'augmentation. Mais il dit, voilà, j'ai 2 dossiers de jeunes. Il dit, leur salaire, aux 2, est égal à ton salaire, à toi. J'ai le choix entre te garder encore et mettre les 2 jeunes dehors. Vas-tu sacrifier 2 jeunes pour ta carrière? Parce que j'ai des bonnes alternatives, j'ai des alternatives extraordinaires. Tu peux prendre ta pension tout de suite. On va t'organiser ça pas mal. Mon adjoint, d'ailleurs, à côté, peut t'expliquer. Ben, j'ai dit non. Et ils n'ont pas aimé ça, évidemment. La deuxième forme d'agisme, c'est que j'ai démissionné comme chef du service. J'étais fatigué, mais je restais cardiologue. Le nouveau chef du service a fait un programme de restructuration, ce qui était très bien. Il y avait une grille d'activité attachée à ça, une distribution des tâches, j'étais pas dessus. J'ai dit, vous m'avez oublié? Ben, on dit, tu vas te reposer peut-être. Je ne veux pas me reposer. Après ça, ils ont dit, ben, c'est parce que tu penses à l'argent. Mais je ne veux pas penser à l'argent, je veux gagner ma vie, j'ai le droit. Et ça a fait, j'ai fini ma vie professionnelle en procès avec mon hôpital et mon chef de service. Et ça a duré 5 ans.
5 ans pendant lesquels on ne m'a pas parlé dans le service. C'était mes collaborateurs, ils ne me parlaient pas, ils ne voulaient pas entendre parler de moi. Ils donnaient des ordres pour limiter mes activités. Là, vous nous parlez d'une expérience personnelle, de vécu d'être victime d'agisme au travail. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'activité dans la société où est-ce que l'agisme est aussi répandu? Si un jeune se trompe, on dit c'est parce qu'il apprend. Oui. Si une personne de 40 ans ou 50 ans se trompe, on dit c'est parce qu'il est fatigué. Si une personne âgée se trompe, on dit il est trop vieux. Oui. Et là, c'est la voie d'évitement, la porte de sortie est devant vous et on essaie de vous pousser tranquillement, gentiment. Il ne nous tue pas, hein? Mais il nous tue peut-être psychologiquement. Les facteurs ou les conditions qui favorisent l'émergence de l'agisme, est-ce que c'est juste la question de la perception, de la façon qu'on voit le vieillissement? Est-ce que c'est ça qui nous amène à avoir des comportements agistes? Je pense que c'est un changement de toute la société. Hein. Si vous regardez l'Antiquité, les sages, il y avait le groupe des sages, les personnes âgées étaient honorées. Okay. Les personnes âgées étaient écoutées. Les consuls dans l'Empire romain, c'était souvent des gens âgés. Dans les tribus indiennes maintenant, actuellement même au Canada, ça a été étudié, ce sont les gens âgés qui ont le haut du pavé, c'est eux qu'on consulte. Mais avec la civilisation, j'allais dire, le prêt-à-porter, le disposable, on est entré malheureusement dans une zone de disposable et on gêne. Parce qu'il y a un surplus, un manque d'un surplus de chômage, il y a beaucoup de chômage. On a colporté l'impression qu'on ne savait vraiment pas, on n'était pas capable de s'adapter, ce qui est faux. Et les gens sont étonnés. Je raconte que j'ai un téléphone cellulaire et quand je vais chez la source, on me dit, ben écoute, c'est un iPhone, vous savez vous servir de ça? Ben oui. Et je prends mes courriels tous les matins, mais j'ai 82 ans. Mais je ne suis pas une anomalie. C'est plein de gens qui font ça. Mais le stéréotype, par exemple, si vous avez une personne âgée qui va écraser quelqu'un ou qui a un accident, tout de suite les journaux vont dire un homme de 78 ans a écrasé quelqu'un. Mais d'accord, mais pourquoi on insiste sur là? Si c'est un noir, ils diront jamais c'est un noir qui a écrasé quelqu'un, ils vont être accusés de la... Si c'est un juif, ils diront jamais c'est un juif, ils vont être... Ah, c'est épouvantable. Pensez-vous qu'actuellement, notre rapport à la vieillesse, puis malgré que, dans le fond, la démographie nous dit qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, pensez-vous que notre perception, elle n'est pas assez positive? Je vais être plutôt optimiste. Ça fait 12 ans que j'ai consacré ma vie à lutter contre l'agisme. Et je note des changements. Je note des changements dans la société, des changements positifs. D'abord, l'Observatoire a éveillé le problème d'agisme, a mis à l'ordre du jour le problème. On n'en parlait presque pas en l'an 2000. On cachait ça un peu en dessous du tapis, on n'en parlait pas. Et là, on en parle partout. Les congrès qui se font sur l'agisme, il y en a tout le temps. C'est plein. Vous avez vu ce soir, j'ai parlé d'agisme. Il y avait 250 personnes. Donc, avec l'éveil du problème, les gens se sont posés des questions et ils ont réalisé que peut-être que les personnes âgées avaient raison. Et j'ai nettement l'impression qu'il y a un changement positif dans la société. Je pense que la société, en négligeant l'apport des personnes âgées, se prive énormément de main-d'œuvre, de sages, de gens qui peuvent les conseiller. Les vieux ne participent pas suffisamment au processus décisionnel. Okay. C'est ça qui est... Et peut-être que la société se prive d'un apport de sagesse très important. C'est quoi qu'on peut faire pour combattre l'agisme? Au niveau social, comme j'ai parlé tantôt, nous avons mis sur pied ou conçu une charte des droits et libertés des personnes âgées adaptée aux résidences. Vous savez qu'il y a plus de 100 000 personnes en résidence au Québec. Cette charte décrit l'essentiel des droits et libertés des personnes en général appliquées aux personnes âgées. Et notre rêve, c'est qu'elle soit affichée partout dans les résidences de personnes âgées au Québec et que nous puissions, nous, l'Observatoire, dire à des centaines de milliers de personnes, quand vous allez reconduire votre mère, votre père dans une résidence, exigez de l'avoir affiché sur le mur.
Mais on ne peut pas, ça demande des fonds, beaucoup de fonds pour ça. Parce qu'on ne peut pas demander ça si les gens n'en ont même pas connaissance. Donc, on essaie de diffuser et d'avoir leur acceptation. À un niveau plus individuel, si moi, je suis victime d'agisme, comment je peux réagir? Bien, réagissez avec sérénité et non avec violence. Hein. C'est pas en étant violent qu'on va réussir à quelque chose. J'ai toujours recommandé l'application des accords Toltec où on ne prend rien personnellement. Parce que la personne qui vous traite comme un personnage méprisable, elle fait simplement refléter ses propres complexes. Alors, vous devez plutôt être à son écoute et comprendre pourquoi elle est comme ça, plus que de réagir violemment. Je suis pas ci, je suis pas ça. C'est par votre comportement dans la société qu'on va convaincre la société que nous sommes des apports valables à la société et prouver qu'on paye autant d'impôts que les autres, qu'on ne coûte pas plus cher que les autres. Mais là encore, vous allez encore avoir les statisticiens qui vont dire, écoutez, les personnes âgées, savez-vous quand est-ce que ça coûte cher? Dans les derniers mois de leur vie. Là, ça coûte cher parce qu'ils sont dans les... Donc, on va raccourcir peut-être leur séjour d'un soin intensif. C'est quoi, ça, raccourcir leur séjour peut-être en soins palliatifs? C'est l'euthanasie. Et c'est des dangereux glissements qui guettent la société, qui est en face d'un problème, pas insoluble, mais très difficile à résoudre. Hein? La dernière question concerne l'Observatoire Vieillissement et Société que vous avez cofondé en 2003. J'aimerais juste que vous me parliez un petit peu des actions que vous menez de votre mission. Le but de l'Observatoire, pardon, c'est de lutter contre l'agisme et surtout dans un contexte de la volonté d'amener le bien-être et le bien-vivre aux personnes âgées. Alors, nous sommes très systématiques. C'est assez simple. Nous avons des vigies, des gens dans tous les domaines qui concernent les personnes âgées, des experts, des PhD, tout ça, des gens qui ont une réputation nationale ou internationale. Ils regardent ce qui se passe, par exemple, en santé, en transport, en bioéthique, et ils extraient le message social, les tendances sociétales, et les synthétisent, les résument, et nous, c'est pas tout d'avoir le résumé, il faut le transmettre. On le transmet au grand public d'abord, par des conférences, des cassettes qui sont faites, diffusées au grand public, et installées aussi sur notre site Internet, qui a déjà au moins 800 à 1000 visites par mois. Et on pense que tranquillement, on transmet le message. Vous avez aussi des projets de recherche qui concernent, on a interrogé, comme je l'ai mentionné tantôt, les centenaires. Oui. Qu'est-ce qui fait que les centenaires vivent 100 ans? La réponse est très simple, je vais vous la donner brièvement. Et les centenaires, ils nous ont répondu, on vit parce qu'on a le goût de vivre. Vous allez dire, c'est fou. Mais c'est pas fou du tout. On leur a demandé, pourquoi avez-vous le goût de vivre? À 100 ans. C'est parce qu'on se sent utile. Oui. Et à partir du moment où vous persuadez une personne âgée qu'elle est inutile, ne sert plus à rien, elle va mourir. Elle va coûter cher parce qu'elle peut mourir bien avant son temps d'infirmité, de complications, de maladies qui n'auraient pas été nécessaires si on l'avait maintenue active et avec un moral bon. Et je ne parle pas des suicides qui sont l'apanage des personnes âgées. Alors ça, donc, c'est le rôle de l'Observatoire, donc des projets de recherche. Mais c'est pas tout de diffuser ça au grand public. Il faut rejoindre les décideurs. Docteur Davignon, je vous remercie beaucoup. C'est un terme qui détermine le comportement de la plupart des gens vis-à-vis les personnes âgées, comme on change de voix quand on s'adresse à une personne âgée. D'après moi, c'est une organisation, c'est des abréviations sûrement pour le troisième âge. Oh, l'agisme, ça peut s'apparenter, à mon avis, à du racisme déguisé, parce qu'à partir du moment qu'on fait des catégories d'âge et qu'on met les gens dans des petites boîtes, on ghettoise. Alors donc, à mon avis, c'est comme du racisme de l'agisme. Bien, pour moi, l'agisme, dans le fond, c'est un laisser-aller là, du côté, je voudrais dire, psychologique des gens, de se laisser aller, de ne pas faire d'exercice, de ne pas faire attention à sa santé. C'est vraiment, ça peut être à n'importe quel âge, là.
Qu'une personne soit cataloguée parce qu'elle est trop vieille. Genre, tu peux pas faire ça, on sait bien, vous les vieux, les généralismes qu'on peut faire par rapport à l'âge. Il y a un modèle qui dit tout le temps 60 ou 65 ans selon quand on reçoit nos pensions. Puis même, on voit des places de plus en plus, c'est 55 ans. Je pense qu'il n'y a plus d'âge, vraiment. C'est difficile à définir, je trouve. Quand on est en perte de capacité et qu'on n'est plus capable de prendre soin de soi. C'est quand on commence à se lever puis on prend des coups de vieux. Mais on paie des vieux jeunes puis on paie des jeunes vieux. Ça dépend. Quand on est actif, on a le cœur jeune. Je pense qu'au Québec, dans les mœurs, quand tu as dépassé la quarantaine, les gens commencent à considérer que tu es vieux. C'est dans le cœur. Techniquement, selon les lois, 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais pour moi, on devient âgé à partir du moment où nos facultés sont suffisamment affaiblies pour dire que ce qu'on faisait avant, on ne peut plus le faire. Je pense que c'est personnel, c'est quand on se trouve vieux, quand on n'a plus l'esprit ouvert. Restez à l'écoute. Dans un instant, le phénomène de l'âgisme vu par un trio de personnes aînées bien engagées dans leur milieu. Avec moi, autour de la table, Mme Georgette Poirier, ex-présidente de l'Association des retraités de l'éducation du Québec, Mme Jacqueline Manceau, bénévole au Centre d'action bénévole, et M. Jocelyn Gagné, conseiller municipal à la ville de Drummondville. Bonjour. En 1968, le gérontologue américain Robert Butler inventait le terme d'agisme. L'agisme, c'est une forme de discrimination qui est fondée sur l'âge. Au début, le concept faisait surtout référence à la discrimination touchant les personnes âgées, mais aujourd'hui, on l'emploie aussi quel que soit l'âge. Donc, ça veut dire que les jeunes peuvent aussi être victimes d'agisme. Bref, l'agisme encourage la circulation de perceptions négatives sur un groupe de la population à partir du seul critère de l'âge. Alors, voici quelques exemples relatifs aux personnes âgées. Oreilles sensibles, s'abstenir. Les personnes âgées coûtent cher au système de santé. Elles sont plus malades que les autres. Elles sont tous conservatrices. Elles ne s'intéressent pas aux nouvelles technologies. Elles sont moins productives. Et en même temps, alors qu'on leur montre souvent très tôt la porte de la retraite, on leur reproche de dépenser l'argent des jeunes travailleurs, de ruiner les plans de pension. Donc, ma première question, je vais commencer avec vous, M. Gagné. J'aimerais d'abord entendre vos réactions par rapport à ces perceptions qu'on entend. En plus des préjugés que vous venez d'énoncer qui sont défavorables à l'endroit des aînés, il y en a peut-être d'autres aussi qu'on pourrait facilement rajouter, comme de quoi que les aînés ne consomment plus, hein, que nos aînés ne s'impliquent plus socialement, ou encore que nos aînés ne sortent plus, comment vous direz bien, s'encabanent ou demeurent dans leur logement sans sortir. Bien, c'est tous des préjugés ce sont des perceptions, alors que dans les faits, ce n'est pas ça. Au niveau de la consommation, nos aînés continuent à vivre, continuent à se nourrir, à se vêtir, à utiliser les biens de consommation, aller chez le coiffeur ou la coiffeuse. Donc, c'est faux de dire que nos aînés, dès l'instant où ils deviennent retraités, ils se mettent en réclusion puis ils attendent. Et c'est pas nécessaire, c'est pas vrai non plus de dire que ils vont chercher l'argent des autres parce qu'ils paient des taxes et ils payent des impôts. Alors, c'est sûr que ces dépenses-là qu'ils font, bien, il y a des taxes partout et il y a des impôts à faire. Madame Manceau, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, ces préjugés? C'est sûr que c'est des préjugés parce qu'il y a des personnes qui sont plus jeunes, puis, mettons, il y aurait à apprendre des personnes âgées parce qu'ils font des choses qui sont plus faciles, puis on dit les personnes âgées, ils vont aller dans faire des travaux que, bien, des fois, les jeunes ne font pas parce qu'ils sont fatigués ou... Puis aussi, les personnes âgées, quand on dit qu'ils ne consomment pas, ils ont du temps, donc ils peuvent aller plus facilement à des spectacles ou des sorties que les jeunes ne peuvent pas aller parce qu'ils ont le temps de le faire, là. Moi, j'aimerais ça souligner un point parce que vous êtes tous des personnes qui sont bien engagées dans leur milieu. Puis quand on entend un préjugé qui dit, par exemple, qu'ils font la belle vie ou bien ils sont moins productifs, quand on voit l'engagement bénévole, en tout cas bien souvent chez les retraités, je pense que ça vient contrecarrer un peu cette perception-là. Il y en a beaucoup. Je pense à l'AREC, l'Association des retraités.
on avait fait une enquête et on a trouvé que plus de 80 des retraités de l'enseignement font du bénévolat d'une façon ou de l'autre, soit comme des proches aidants ou d'une façon ou de l'autre. Il y en a qui travaillent dans des vestiaires, il y en a de 1000 façons. Ils sont engagés, absolument. Alors, c'est pas vrai de dire que ils prennent juste l'argent, ils en profitent et ils font profiter les autres. On va passer à la question 2, parce que là, on a parlé beaucoup d'idées qui circulent, des fausses idées. Mais le phénomène de l'âgisme, ça peut s'observer aussi dans peut-être des actions, des pratiques, je dirais plus concrètes. Je ne sais pas si vous avez pu observer ça dans vos milieux. Assurément. Moi, en tout cas, j'avais 54 ans et à l'école, on me disait, Georgette, c'est quand tu prends ta retraite? Alors, et c'est sûr que plus on avance en âge, plus on se le fait demander. Et on entend aussi, tu retournes faire du ski à l'âge que tu as, mais tu n'as pas peur. Cette façon de nous démontrer peut-être une espèce de faiblesse qui arriverait peut-être avec l'âge. On disait à mon beau-frère, tu as 80 ans, tu retournes bûcher, t'en as assez fait. Ensuite, à moi, on me dit, tu vas garder encore tes petits-enfants en fin de semaine. Mais oui, mais t'en as assez fait pour eux autres. Voyons donc, ménage-toi. Oui, mais moi, j'aime ça. Madame Manceau, avez-vous quelque chose à rajouter? C'est dommage que, disons, il parle de l'âgisme, puis que quand tu es rendu à un certain âge, tu n'es plus capable de rien faire. Mais les aptitudes des personnes, il y en a beaucoup que, même s'ils sont rendus à 70, 75 ans, ils ont beaucoup d'aptitudes encore pour faire plein de choses. Puis moi, j'ai déjà entendu, parce qu'on avait le droit, mettons, les personnes avaient le droit de prendre leur retraite à 75 au lieu de 65, puis se faire dire, oui, par le patron, oui, je suis prêt à te garder jusqu'à 75, mais il faut que tu fasses ta job comme il faut, par exemple, qu'on ne soit pas obligé de la diviser parce que toi, tu n'as plus les aptitudes pour le faire, là. Monsieur Gagné? Lorsque l'on dit que nos personnes âgées coûtent cher au système de santé, c'est bien évident que la population, étant vieillissante, vit beaucoup plus longtemps. Forcément, elle va être, à un certain moment donné, dépendante un peu des médications ou encore des traitements médicaux. Mais ce qui coûte le plus cher à la société sur le plan médical, c'est beaucoup plus sur le plan technologie. Les appareils qu'on achète coûtent énormément cher et contribuent à la hausse des frais médicaux que le gouvernement ou encore que nous tous payons. Les nouvelles technologies sont bonnes pour tout le monde. Effectivement, elles rendent service à tout le monde. On va passer à la troisième question. Parmi les conséquences du phénomène de l'âgisme sur les aînés, on parle de perte de pouvoir, perte d'estime, de marginalisation. J'aimerais savoir si vous voyez des conséquences là, du phénomène de l'âgisme autour de vous. Bien, on en voit et on en entend. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'une personne de 75 ans s'est suicidée. Il n'y a pas que les jeunes qui le font. Pourquoi? Parce que à force de se faire dire bien, voyons, par ton âge, bien, on sait bien, tu n'es pas capable de faire ça, mais fais attention, pourquoi tu fais tant ça? Lâche un peu, prends du bon temps pour toi, tu es fragile. Mais à force de se le faire dire, veux pas, à un moment donné, on commence à y croire, puis là, on se dit, ben, c'est peut-être vrai, elle a peut-être raison. Et là, à un moment donné, il y a une perte d'estime de soi. Et là, le retrait se fait graduellement. Et à un moment donné, on va voir le médecin et on dit, là, je me sens vraiment pas bien. Une petite pilule, la surmédication, encore une fois. Et là, à un moment donné, ben, je suis pas bonne. À quoi ça me sert? Et là, on abdique. On fait une dépression. Puis parfois, ça va au suicide. Par contre, il y en a d'autres qui vont se mobiliser, qui vont dire, moi, j'ai goût à la vie, moi, je vais faire ça, moi, je vais y aller, je suis encore capable. Et à un moment donné, peuvent être présidentes ou peuvent être conseillers ou peuvent être encore bénévoles. Tu sais, on a tant à donner encore. Oui. Il ne faut pas lâcher. C'est ça que je trouve dommage. Les personnes âgées, souvent, se font infantiliser. Comme on fait avec un enfant, mais touche pas à ça, fais pas ça, parce que, tu vas mettre le feu, ou mais non, je vais le faire, tu vas te couper, ou... Fait que là, la personne, bien, elle n'en fait plus grand-chose, parce qu'elle dérange, là, tu sais. Elle va aller s'asseoir, puis elle ne fera plus rien. Puis moi, tu n'en fais, moi, tu es capable d'en faire aussi, là. Tant et aussi longtemps que tu es sur le marché du travail, on dit bonjour à des copains ou des copines, on dit « Qu'est-ce que tu fais? » Bien, je suis soudeur ou encore « Je travaille à telle entreprise. » Conséquemment, tu te sens partie prenante de l'évolution de la société.
Quand tu prends ta retraite, je pense que tu dois repenser ton occupation. Comment te revaloriser dans ce qui t'est offert? Moi, je pense que la retraite est une autre étape de la vie qui se doit d'être préparée et qui doit aussi être planifiée. Dire, je fais quoi? Comment est-ce que je vais occuper mon temps? Il y a un paquet de sphères d'activité qui s'offrent à nous. Donc, il faut essayer de trouver une façon de revaloriser l'aîné par son occupation, son implication. Comme personne qui avance dans le temps, on ne prend pas le temps de se bonifier ou de se revaloriser, puis dire qu'on est partie importante de la société, de le dire, de ne pas avoir peur de le dire, puis de se le faire reconnaître par nos pairs ou encore par nos organismes. Là, je vais vous arrêter quelques secondes parce que vous avez vraiment devancé la dernière question qui était comment on peut combattre l'agisme. Puis déjà, M. Gagné, vous avez déjà comme parti le bal en disant il faut s'impliquer, il faut s'engager, il faut être actif. Pour terminer notre discussion, est-ce que vous avez d'autres suggestions à apporter pour combattre l'agisme? S'il y avait des rencontres entre les générations, parce que l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Fait que les personnes âgées, ils pourraient faire profiter de leur expérience aux jeunes. Puis les rencontres, ça les aiderait à communiquer entre eux autres. Ça serait une bonne chose, je pense, pour aider les gens à apprendre à se connaître, puis connaître les qualités puis de chaque personne aussi, là, être capable de s'aider. On se prive d'une richesse incommensurable de la présence de nos aînés. Ces gens-là ont des vécus derrière eux, ils ont des expériences de vie, des expériences de travail qui pourraient bénéficier, mais on dirait que notre société, de par l'élément de consommation ou de promotion qu'on fait de notre jeunesse, fait en sorte que l'aîné est marginalisé. Et vous ne verrez jamais dans les annonces peu importe, de breuvage ou quoi que ce soit, là, un aîné. Vous allez voir dans la jeunesse. Madame Poirier, aviez-vous autre chose à rajouter par rapport à... Combattre l'agisme, qu'on commence par nous. Nous, les aînés, d'abord, ne pas répéter les stéréotypes qu'on entend. Il y a un autobus de Tamalou qui arrive. C'est qui les Tamalous? Tamalou, c'est nous. Alors qu'on ne répète pas ça, qu'on commence par éteindre ça. Ensuite, se garder en forme physiquement, que ce soit la simple marche, que ce soit, peu importe, mais se garder en forme physiquement. Ensuite, intellectuellement, les nouvelles technologies, on est capable de les apprendre. Lire, aller à des pièces de théâtre, comme Madame disait tantôt, il y a plein de rencontres, d'associations, devenir membre d'une association, se garder actif. C'est important, sinon on regresse ce qu'on a dit tantôt. Il faut se garder éveillé. Est-ce que quelqu'un ajoute le mot de la fin? Ne pas prendre la place des autres, mais prendre notre place. Prendre notre place. Ouais. Je vous remercie beaucoup à tous les trois d'avoir partagé vos réflexions. Ça a été vraiment intéressant. La maltraitance, c'est un phénomène qui est caché, autant à domicile, parce que les personnes âgées n'aiment pas nécessairement le rapporter. Puis on peut comprendre pourquoi quand c'est fait de la part de proches ou de gens qu'ils connaissent. Et en milieu d'hébergement, où là, les enjeux qu'on a, c'est que les aînés, souvent en milieu d'hébergement, ne sont plus à même de rapporter. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.